Je vous propose de faire un petit tour sur la douleur et en amont, on peut changer? Merci. D'abord, juste revenir, alors je vais vous parler de sensibilité, mais plutôt de douleur finalement, même si il n'y a pas de douleur sans sensibilité dans son ensemble. Et juste avant de commencer à rentrer dans les détails, juste vous dire qu'on a des définitions que sans doute vous connaissez, vous n'avez peut-être pas tous encore lu dans l'ensemble. Celle-ci que je vous ai mis ici, elle vient de... Elle n'a pas été faite pour le cheval ni pour les animaux, mais pour les hommes. Mais en fait, elle s'applique à tout être vivant. Savoir que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Et ça, c'est important à remettre dans le contexte parce que certains d'entre vous, parmi les personnes qui ont parlé cet après-midi, ont parlé qu'il fallait regarder bien sûr le cheval dans ses pieds, mais aussi dans son ensemble. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et ce qui est sûr, c'est que l'historique émotionnel du cheval et de son historique de douleur aura un impact sur comment il vit dans ses pieds. Et donc voilà, sachez qu'on peut avoir à la fois, bien sûr, une atteinte tissulaire, vraiment organique, mais qu'aussi on peut avoir, avec un cheval qui vieillit et qui a un historique douloureux, en fait, pas mal de choses qui se passent en dehors de ses pieds, parce que son système nerveux, ses voies de la douleur se sont adaptées à un fonctionnement différent, et donc il répondra différemment. Et c'est à prendre en compte dans le traitement, dans le suivi de ses pieds et du cheval dans son ensemble. Et donc voilà, ça c'est une deuxième définition. Évidemment, c'est un caractère aversif, qui n'est pas loin du renforcement positif, et qu'on peut arriver à un changement de comportement. C'est vraiment la dernière étape, en fait, quand la douleur a été vraiment bien intégrée, c'est qu'elle a duré suffisamment longtemps, c'est qu'on peut avoir un changement de comportement. Et ça, je pense que vous l'avez tous vu. Ça va un tout petit peu vite, les diapositives, mais c'est parce que je dois bouger mes mains. Avant tout, la douleur, c'est un phénomène physiologique, et si on a pas mal, en fait, on n'est pas capable de se protéger de l'environnement extérieur. Néanmoins, elle peut devenir pathologique, et je veux bien qu'on change la diapositive. Voilà. Et c'est quand on parle de douleur chronique, je vous en parlerai un tout petit peu plus sur la suite. Juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur du pied, je vais faire un petit rappel sur qu'est-ce que sont les voies de la douleur et en fait le chemin entre l'endroit où la stimulation douloureuse est présente et puis jusqu'au l'intérieur de l'encéphale et du cortex cérébral où ça va être intégré et ça va être ressenti. On parle de nocicepteurs, ce qui sont ces petits récepteurs à la douleur. Nociception, c'est le processus physiologique qui va en fait arriver à faire un message qui va être modulé. Ça marche ou pas? Il faut que je réessaye. Ah voilà, super, ça marche. Parfait, je vous remercie beaucoup. Et donc on parle de nociception, c'est le phénomène physiologique et à partir du moment où la nociception est ressentie, on parle de douleur. Donc cette nociception, ce processus physiologique, il commence avec des petits récepteurs que je vais vous décrire après. Ces récepteurs vont générer un message qui va être traduit en message électrique, c'est la transduction. Ce message électrique qui va être transmis le long des nerfs, qui vont remonter, par exemple si on prend le pied le long du membre jusqu'au niveau de la moelle épinière dans la colonne vertébrale. À différents endroits, on va avoir une analyse de ce message et qui va pouvoir être modifié sans vraiment qu'il y ait la partie consciente, donc qui est le cortex cérébral, qui impacte. Et ça veut dire que tout ce qui va être mouvement de sauvegarde, où on va retirer le membre, le cheval va fuir, eh bien ça va être de l'automatisme, il n'y a pas forcément besoin de la conscience pour ça, il est capable de le faire rien qu'avec sa moelle épinière et les parties profondes de son encéphale, où en fait il va pouvoir activer des réflexes. Ça peut être relativement court et donc très rapide. Et ce qui est le but. Et à la fin, vous allez avoir cette intégration et cette perception qui se fait vraiment dans les parties très superficielles de l'encéphale. En image, ça ressemble à ça. Vous avez, dans les nocicepteurs, vous avez essentiellement des terminaisons libres, donc vous n'avez pas, par rapport aux voies de la sensibilité qui sont douloureuses, vous n'avez pas de récepteurs particuliers. Je vais vous parler après de la sensibilité, on verra qu'il y a des récepteurs particuliers, en particulier récepteurs mécaniques ou aux vibrations qui vont avoir tout un ensemble, souvent évidemment une fibre nerveuse au milieu, mais vous allez avoir
des parties dures et des parties molles, voire même liquidiennes, hein, qui vont pouvoir absorber les vibrations et absorber la pression et la détecter. Donc terminaison libre pour les voies douloureuses qui vont donc remonter. La moelle épinière, c'est un endroit essentiel et ça va même être un cible thérapeutique quand vous avez de la douleur chronique. Des fois, en fait, dans le pied, il n'y a pas forcément d'anomalie qui reste, mais par contre, la douleur, elle est encore présente et c'est là où, en fait, souvent, on a des modifications comportementales et il y a une vraie rééducation à faire, hein, aussi bien du mouvement que de la proprioception, pour que le cheval réapprenne en fait à utiliser son membre qui est de nouveau sans lésion. Et ensuite, bien sûr, ça va remonter le long de la moelle épinière jusque dans la partie d'abord profonde du tronc cérébral, où vous avez le thalamus et tout ce qui va être activation finalement des fonctions vitales, donc l'adaptation respiratoire et cardiovasculaire hein, quand on a une douleur, mais aussi tout ce qui est émotionnel, c'est dans la partie profonde. Et donc les émotions, finalement, elles ne sont pas vraiment beaucoup gérées par le cortex cérébral, en particulier chez le cheval. Et donc c'est compliqué hein, finalement, quand vous avez un passé émotionnel avec beaucoup de douleur, eh bien, de se rééduquer. Et ça prend du temps. Il faut faire beaucoup de renforcement positif. Alors pour vous décrire un petit peu plus les stimulations qu'on peut avoir dans le pied, parce que après je vais vous montrer où sont les récepteurs, vous pouvez avoir une stimulation qui est d'ordre chimique, et c'est vrai que quand on a un pied qui se dégrade avec une inflammation, de l'acidité qui va être créée, des facteurs de l'inflammation qui vont être présents, toute cette substance, un soupe inflammatoire va stimuler ces récepteurs. Vous pouvez aussi avoir une stimulation mécanique, donc qui est bien sûr à travers un choc extérieur, mais qui peut être aussi tout simplement avec, si vous avez un tissu mou qui se démassit à l'intérieur d'une boîte qui est quand même relativement rigide, ça peut vous faire une stimulation mécanique avec une douleur importante qu'on peut par exemple rencontrer dans la fourbure quand vous avez une phalange qui commence à appuyer sur la sole. Et puis bien sûr, vous avez la stimulation thermique qui se retrouve dans l'inflammation, puisque les tissus, avec la nécrose et la dégradation tissulaire, en fait, vont avoir une augmentation de température. Alors ce qui est important, ces petits nocicepteurs-là, ils sont attachés à des nerfs particuliers, hein, puisque c'est des terminaisons libres. Et vous avez deux sortes de fibres nociceptives, qui sont la fibre en rose, c'est vraiment des fibres nerveuses très très fines qui ont très peu de couverture de myéline. La couverture de myéline sur les nerfs, ça permet en fait que le message électrique remonte rapidement, parce qu'en fait il va sauter de pas en pas au lieu de faire toute la longueur du nerf. Il va pouvoir prendre un court-circuit en fait. Et donc ces fibres-là, elles n'ont pas du tout de myéline. Donc la conduction, elle est très lente. Et ça va conduire une information qui va être plutôt donc, lente, douleur de type lancinante, pas forcément très facile à localiser, et qui vont être beaucoup stimulées dans la douleur chronique. Avec ça, vous avez celles qui sont en bleu, qui sont les fibres A delta, qui vont avoir un petit peu de myéline et qui vont pouvoir transmettre l'information de façon rapide. Donc c'est le siège de la douleur aiguë. C'est surtout une stimulation qui va être mécanique, plus que chimique ou thermique. Et là, ça va permettre à la fois vraiment un signal d'alarme avec un réflexe de retrait ou une escapade pour s'extraire de la stimulation, mais aussi une localisation très fine. Et on s'en servira d'ailleurs dans l'aspect examen, chercher là où est la douleur. Et donc c'est pour une douleur aiguë, donc elle est de courte durée. Et elle est relativement adaptative, c'est-à-dire que si elle n'est pas très intense, au bout d'un moment, si on la stimule plusieurs fois, elle n'est pas forcément encore présente. Et puis les fibres violettes qui sont juste à côté, elles sont toutes contiguës, et les nocicepteurs et les récepteurs sensitifs que non nocicepteurs vont se trouver à peu près dans les mêmes tissus, pas toujours avec même concentration, sont les fibres A bêta. Elles sont encore plus grosses, donc une conduction très rapide, et elles vont être à l'origine de la sensibilité qui va donner la proprioception et l'ajustement finalement du mouvement. Ça va être la source d'information pour savoir où est le membre et comment ça se passe et qu'est-ce qu'il ressent, sans que ce soit douloureux. Et alors ce qui est intéressant à voir, si vous regardez ce qui est figuré à droite, c'est la corne, c'est une partie de la moelle épinière dans son ensemble, et puis une partie qui est la corne de sol, c'est celle qui est à votre gauche dans l'aile du papillon.
Ce qui est intéressant, c'est que ces fibres-là, elles convergent tous sur les mêmes interneurones, donc c'est des neurones de connexion au niveau de la moelle épinière, et ce qui veut dire que l'information sensitive non douloureuse va avoir un impact sur l'information douloureuse et vice-versa. Et c'est là où, en fait, dans les techniques de rééducation, dans tout ce qui est amélioration, on va dire traitement par le massage, le parage, je pense que quelque part, quand vous remettez un aplomb dans une situation où le cheval, en fait, va avoir un mouvement qui va être plus normal, je suis sûre que ça a un impact aussi. Donc tout ce qui va être proprioceptif et à la fois sensation vont modifier la sensation de la douleur. Et c'est intéressant de l'avoir, évidemment, dans la partie rééducation. Et aussi entretien global, puisque finalement la douleur ressentie, ça va être la somme de toutes les informations qui vont remonter. Et si on a suffisamment d'informations positives, sensitives positives, eh bien on va pouvoir moduler le ressenti de la douleur. Pas forcément la stimulation, mais comment l'organisme finalement va la ressentir. Et c'est ce qui se passe tout simplement dans l'augmentation progressive du travail. On va y avoir une sollicitation de tout l'ensemble de l'appareil myo-arthrosquelettique et du pied en particulier, où le cheval va s'adapter à des pressions supplémentaires, à des tensions supplémentaires sur les muscles, et ce ne sera pas de la douleur. Ce sera au fur et à mesure adapté comme normal. Et ça, c'est à peu près la même chose imagiée, de façon assez simple, où vous avez, en particulier quand on a de la douleur chronique, ces fibres sensitives non douloureuses qui sont les A-bêta, elles vont avoir un impact, si elles sont bien stimulées, sur finalement la quantité de remontée d'informations par les fibres C au niveau de la moelle épinière. Et donc vous avez des petits neurones connecteurs qui vont intégrer l'information de droite et de gauche et qui vont avoir un message final. Voilà, donc je vous ai parlé des grosses fibres pour la proprioception, des petites fibres pour la nociception, sachant qu'on a une partie sensitive aussi. Et donc ça a été caractérisé, vous voyez, c'est pas très récent, que dans le pied, on a de fait des récepteurs sensitifs qui sont pour la pression, la vibration et évidemment la douleur. Et alors, où est-ce qu'ils se trouvent? Pendant très longtemps, on a pensé que c'était essentiellement au niveau du derme, pour ce qui est la partie tissu mou. Évidemment, vous en avez aussi dans l'articulation et dans les tendons et les ligaments. Mais pour les tissus mous, c'est surtout le derme, avec en particulier sa base. Maintenant, on est en train de voir qu'au fur et à mesure que les techniques de détection en fait, et de recherche s'affinent, on voit que c'est peut-être un peu plus fin que ça. Mais en tout cas, les papilles dermales de la sole, le bulbe des talons sont très richement innervés à la fois en fonction sensitive non douloureuse, mais aussi avec ses nocicepteurs. Et puis bien sûr, vous avez les lamelles dermales de la paroi. Le modèle que je vais vous montrer après, qui a été le plus étudié, c'est la fourbure, parce que c'est là où on a vraiment une dégradation du pied qui aussi va éventuellement jusqu'à euthanasier l'animal, ce qui fait qu'on a des pièces anatomiques sur lesquelles après on peut aller faire des différents traitements de la forme des tissus pour voir identifier les structures. Mais avant de vous parler ça, un papier plus récent est sorti en 2017, donc c'est pas si loin de nous, où en fait il y a eu une étude assez fine des tissus mous, encore une fois, du pied et en particulier de la fourchette, où en plus des nocicepteurs ont été mis en évidence à la fois, bien sûr, toujours dans le derme et l'hypoderme, donc l'hypoderme c'est vraiment la partie très profonde du derme, mais aussi dans les parties plus superficielles et à la jonction aussi entre le derme et l'épiderme, en particulier au niveau de la fourchette et de la lacune médiane. Et il a été trouvé les trois types de fibres que je viens de vous décrire, aussi bien donc pour la proprioception et la sensibilité non douloureuse que pour la douleur. Donc on avance et vous voyez qu'ils ont fait une petite cartographie, par exemple sur la fourchette, avec différents récepteurs, certains qui sont plus sensitifs non douloureux et d'autres plus orientés douleur, mais ils sont présents à peu près partout, sur la fourchette et en particulier au niveau de la lacune médiane. Alors dans la fourbure, comment en fait le pied évolue et le système nerveux, parce que le système nerveux c'est quelque chose de très plastique, ça évolue avec l'activité du cheval, avec comme je vous disais son historique douloureux. Et donc cette étude à travers la fourbure a montré qu'il y a énormément de libération de molécules algogènes pendant la phase aiguë de la fourbure, et qui va aboutir au bout d'un moment à avoir un tel seuil finalement de stimulation que certains récepteurs qui normalement ne fonctionnent pas
hein, eh bien, sont mettre à fonctionner. Et ce qui fait que dans les nocicepteurs, vous avez des récepteurs qui sont nommés silencieux, et il faut vraiment une grosse stimulation et de façon prolongée pour qu'ils se mettent en place. Et malheureusement, ils vont avoir un rôle auto-aggravant. Et donc le message qui va remonter va être d'autant plus important, hein, qu'ils sont stimulés. Le système nerveux va un petit peu se déréguler, et ce qui fait qu'on va se retrouver même avec une inflammation autour des nerfs, et cette inflammation autour du nerf qui va aller dans le nerf va entraîner un auto-aggravement encore de cette stimulation, et ce qui fait que les nerfs vont même pouvoir se dépolariser tout seuls, au lieu d'avoir une stimulation qui est soit chimique, soit thermique, soit par la pression, et bien, ils vont pouvoir avoir des décharges spontanées. Hein, et donc c'est par exemple décrit, hein, dans la douleur des amputés, hein, où vous pouvez avoir des nerfs qui sont abnormaux et qui vont avoir une décharge. On pourrait retrouver ça chez les chevaux, par exemple, avec des névrectomies, hein, où le tissu nerveux n'a pas bien cicatrisé. Et donc on peut le retrouver aussi dans la fourbure et certainement dans plein d'autres douleurs chroniques, comme une douleur podale chronique qui n'est pas issue de la fourbure. Et donc cette information locale qui va amplifier, hein, va avoir un impact aussi sur l'information qui est plus centrale, et cette modulation qui va mal se faire, et on va vraiment avoir un cercle vicieux où la douleur entraîne la douleur, et ça va aboutir, je vais passer un petit peu plus vite, à un état vraiment d'hyperalgie, où en fait, sur des autopsies qui ont été faites sur des chevaux fourbus chroniques, où on a été analysé dans les nerfs digitaux, hein, le pourcentage de fibres, et bien on s'est aperçu que le nombre de fibres de nociception augmentait par rapport aux fibres sensitives classiques au fur et à mesure, hein, que la fourbure était présente. Donc on a un vrai changement, hein, finalement de l'arsenal douloureux du cheval qui va entraîner cet état chronique. Voilà, ça c'était le point pour les tissus mous. Un point encore plus rapide, et après je termine pour ouvrir la discussion sur les articulations, parce que vous avez quand même une articulation dans le plié, et puis vous avez aussi des structures osseuses et tendineuses. Et donc dans le pied, finalement, dans l'articulation interphalangienne distale, hein, comme dans beaucoup d'articulations, on a énormément de structures qui sont innervées, assez finement, aussi bien pour la proprioception, parce que c'est essentiel, mais aussi pour finalement la douleur. Et donc vous voyez, capsule articulaire, ligament, bon, le ménisque, il n'y en a pas dans le pied, et puis évidemment la structure osseuse, le périostre autour de la troisième phalange et du bout de la deuxième phalange. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on retrouve ces deux fibres, je vais passer un petit peu plus vite, mais que finalement, à travers cette stimulation chronique, quand vous avez une douleur chronique, eh bien, vous allez avoir un dérèglement non seulement de ces nocicepteurs, mais aussi des récepteurs sensitifs qui sont non douloureux. Et ce qui fait que, par exemple, ce qui a été mis en évidence, c'est que dans les amplitudes articulaires qui vont être normales, une fois que l'animal a quand même amélioré, on va dire, en phase de guérison, et à la reprise de la mobilisation, vous allez avoir, avec une amplitude normale de l'articulation, vous allez avoir une stimulation comme si c'était une hyperextension ou une hyperflexion. Et donc ça va stimuler en fait ces récepteurs nociceptifs dans un premier temps, mais aussi les récepteurs sensitifs, hein, pour entraîner finalement une réduction de l'amplitude. Et donc encore une fois, la rééducation dans ces cas-là, elle est essentielle. Hein, et donc ça passe à travers évidemment la ferrure et le parage. Donc c'est ça qui est perturbant au bout d'un moment, parce qu'on a l'impression, hein, qu'on a quand même des lésions qui ont bien cicatrisé. Néanmoins, le système nerveux central et périphérique, hein, est resté habitué en fait, et s'est adapté dans un phénomène essentiellement protecteur, mais qui vient contre-producteur à ce moment-là à une mobilité anormale. Voilà. Et donc en conclusion, tissu mou, tissu dur, vous voyez qu'il y a plein de sources de douleur, mais aussi d'informations proprioceptives dans le pied, et qu'il faut penser, hein, qu'on peut avoir un syndrome maladaptif et qui va demander eh bien, du travail sur la longueur, et donc une vraie rééducation du mouvement et du mental du cheval. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Gwenola. Juste remarquer que, en fait, quand on parle de sensibilité et de douleur, c'est deux choses différentes, c'est deux mots différents, c'est pas pour rien. Et c'est quand même ça qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que malgré tout, on nous apprend en testant, par exemple, en testant à la pince à sonder les éléments du pied et les éléments de la sole à la pince à sonder, et quand on change de pince et qu'on pince avant, on fait deux choses qui sont complètement différentes.
Exactement. Bruno m'a posé une colle tout à l'heure parce qu'il m'avait demandé un truc sur le douleur du pied et en fait c'était plus sensibilité. Et je pense que moi, dans ma pratique de tous les jours, je travaille plus avec la douleur qu'avec la sensibilité globale. Et donc, il m'a demandé de corréler en fait avec ce que vous faites en clinique. Et donc, j'y ai réfléchi entre deux. Et donc, quand vous faites un test de sensibilité du pied à la pince et que vous avez une stimulation relativement légère, ce que vous allez stimuler, c'est soit globalement les récepteurs sensitifs non douloureux ou quelques nocicepteurs. Mais du coup, comme ça va être relativement circonscrit et assez court comme stimulation, vous allez plutôt aller sur la transmission de la douleur qui est aiguë. Ce qui veut dire quelque chose où vous allez avoir une réponse assez rapide, très localisée. Le cheval est capable en fait d'associer finalement cette douleur-là avec un petit endroit. Et ce qui fait que si vous le refaites de façon assez répétée, des fois, la réponse va s'épuiser. D'un autre côté, si vous faites une stimulation très importante et plutôt prolongée, vous pouvez avoir une stimulation à ce moment-là des fibres C qui vont vous donner une réponse moins fine du cheval. Ça va être plutôt un retrait dans son ensemble, voire même le cheval qui va refuser complètement que vous retouchiez le pied. Et cette réponse-là, elle ne s'épuise pas toujours. Et c'est là où, en fait, à chacun de se calibrer dans son examen et se calibrer avec la sensibilité du cheval dans son ensemble pour avoir le bon test et pouvoir être suffisamment discriminant. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup. Donc, écoutez, là, on attend vos questions. Le panel, il manque Daniel. Il est là, ok. Le panel des conférenciers est là et à votre écoute et prêt à vous répondre. Donc, des questions? J'y vois rien. Au fond de la salle, là-bas, il y en a partout, ça y est. Ça fuse. Il y a le micro qui circule, non? Non, il n'y a personne? Ah si. Oui, bonjour, Christian Havenel, 40 ans. J'avais juste une question à poser. C'est par rapport à la résine. C'est quel type de résine que vous mettez? C'est une superface? Tout. C'est bon. Et alors, j'ai utilisé, on va dire, Superfast, la Top Gum, ADR. J'ai utilisé un petit peu tout. J'ai envie de dire que la Superfast, c'est celle qui est la plus dure et qui prend plus rapidement. Mais en effet, je pense, enfin, j'ai utilisé un petit peu tout, quoi. Si j'ai un cheval qui a un pied un peu sensible au niveau de la ligne blanche, où je sens une sensibilité, je vais mettre de la Top Gum parce qu'elle est un petit peu plus souple, mais un petit peu plus de temps à sécher que la Superfast. Oui, merci, j'ai trouvé l'idée très bonne. Super. Et la pose aussi. La pose aussi. Bon, j'ai eu l'impression d'assister à la promotion du déferrage. Donc, il y a très longtemps que je suis dans le monde du cheval et dans le trotteur. J'ai connu une époque où M. l'évêque montait 3 fois à la piste. 3 fois à la piste pour referrer Hague. Et l'après-midi est gagné avec Jean Goujon. C'est loin. Il faut vivre avec son époque. En tant que maréchal, on n'a pas parti à apprendre. On doit en faire avec. Dans l'étude, il manque une chose, c'est les plaqués. Oui, voilà. Donc personnellement, les plaqués, alors quand je déferre un cheval, parce que je fais les réunions PMU à Cherbourg et Graines depuis le début des déferrés, donc j'ai un peu de recul. Donc les plaqués, pour moi, ça me va très bien, ça protège la sole, ça protège la corne. La chose que j'avais à dire, et je vais finir là, c'est que j'ai vu une dégradation dans le niveau des ferrures des chevaux, et c'est de pire en pire. C'est-à-dire que sur 15-16 chevaux que je vais déferrer dans une réunion, il y en aura 3 qui seront très bien ferrés, quelques-uns ferrés normalement, et les autres, j'en parle pas parce que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je ne sais pas si ça a appelé une réponse sur le plaquage, monsieur. C'est l'étude sur l'effet du déferrage. Vous auriez aimé aussi l'effet du plaquage ou c'est sur l'étude statistique de population le plaquage? Non, mais je suis assez favorable au plaquage et j'aurais
C'est juste parce que c'est une protection, c'est tout. Au moins, c'est un pire-aller, quoi. D'accord. Ouais, alors, de population, la... Non? Ah si. Oui, je dis, l'étude de population, on a introduit le plaquage, puisque maintenant, la déclaration est obligatoire également. Mais on n'avait pas le temps de l'aborder aujourd'hui, effectivement. Je me suis focalisé sur le déferrage et le ferrage. Moi, je voulais juste rebondir sur le niveau en fait, des ferrures dans le trot. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de maréchaux qui ne font pas de trotteurs et les entraîneurs sont obligés de ferrer des fois eux-mêmes en fait, les chevaux. Et ça arrive, ce qui arrive, en fait, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils peuvent. Donc des fois, c'est un problème de manque de maraîcherie, des fois, c'est un problème aussi d'argent. Il y a d'autres questions pour Daniel, par exemple? Ah, voilà, il y a là-bas. Là. Oui, j'ai une question, je ne sais pas qui peut y répondre. Hier, par exemple, il y a un cheval qui a été refusé à une visite veto parce qu'il était pieds nus et qu'il a trotté sur un sol un petit peu abrasif, c'était du caoutchouc. Est-ce que ça signifie que le cheval a un problème pour faire le concours ou juste qu'il est un peu sensible, comme moi je pourrais être sensible en courant sur la plage à cause des petits cailloux et mon voisin pas sensible du tout? Je peux donner une petite partie de la réponse. À partir du moment où un cheval est gêné dans sa locomotion, ça veut dire qu'il a mal et qu'il faut le protéger, quoi qu'il en soit, ou en tout cas que les pieds ne sont pas aptes justement à bouger. Donc, quelle signification on peut donner justement à ce que vous venez de voir, enfin, par rapport à ce cheval? Il était visiblement pas boiteux, il était juste pas à l'aise. Et quand il est repassé sur cette piste-là la deuxième fois, là, il n'y avait pas de... Il est passé à la visite veto. Donc c'était la première fois en fait. Mais à la fin, il a quand même été refusé. Donc, non, il a été accepté. Il a été accepté? Oui. Bon, après, je ne sais pas, mais sur le moment, je veux dire, même un cheval qui est protégé, il peut très bien passer dans une allée où il y a beaucoup de cailloux et avoir mal. Hein. Donc, après, quoi faire sur un moment donné? Il ne faut pas le passer là, dans ce chemin-là, et puis c'est tout. Moi, je vais me permettre de... J'avais deux questions, mais je vais me permettre d'apporter un petit bout de réponse aussi à la question précédente. Les visites veto en FEI, il y a un panel dans le jury, il y a un veto et il y a des juges. Et il y a des avis qui diffèrent dans les juges. Et parfois, il y a un des juges qui trouve que c'est bizarre, qui demande à ce que le cheval soit mis en prison et réexaminé. Alors que les autres, alors que ça ne choque pas les autres. Et puis du coup on jette une incertitude sur le cheval juste sur l'avis d'un juge. Et parfois la politique et les relations sportives internationales viennent se mêler avec les décisions aussi. Hein. C'est pas toujours très clair, c'est pas toujours du bien-être animal. Moi j'avais une question pour Gwenola au sujet des sites de la douleur dans un pied, quand tu parlais des chevaux fourbus, à quel niveau peuvent se situer les zones les plus sensibles? Parce que moi j'ai l'impression que la couronne est très impliquée dans ces douleurs-là, et que les chevaux se mettent en protraction, ils mettent les membres devant eux, ce qui surcharge la partie postérieure et ce qui soulage la couronne. Et puis après, j'avais aussi une question pour les chevaux de dressage. J'ai l'impression que, peut-être je peux la faire en anglais pour le conférencier. Je la fais en français. Tu l'as fait en deux fois? C'est Eric? Oui, c'est moi. Ouais. J'ai reconnu la voix. Oui, c'est clair. Après, ça dépend de la forme de fourbure. Hein. Moi, je trouve la pire, c'est quand même la descente à plat, où là, tu as toute la bande coronaire qui est complètement écrasée. Et puis, je pense que la sole comprimée entre le sol et la phalange, elle n'est pas forcément en bon état non plus. Mais de fait, la paroi, elle a l'air quand même, de ce que j'ai vu et dans ce qu'on peut en voir... en coupe anatomique, la paroi particulièrement en pince
c'est là où en fait il y a le plus de tissu de nécrose. Et donc, de fait, l'attitude antalgique. Alors après, il y a aussi hein, le rôle finalement stabilisateur du fléchisseur profond hein, qui impacte finalement la station. Donc je pense qu'il y a de fait une attitude antalgique, mais qui est quelque part aussi auto-entretenue hein, par la surtension que tu as du fléchisseur profond sur une phalange qui est plus suspendue. Hein, et donc avec des contractions musculaires qui se font. Et donc il y a vraiment une maladaptation, ça c'est sûr. Après, oui, enfin la couronne et l'épaisseur de la paroi, je pense qu'ils ont à peu près mal partout. Est-ce qu'il y a vraiment un site en plus particulier? Ça, je pense que c'est plutôt aux maréchaux que tu faut poser la question, parce que c'est eux qui ouvrent les sabots. Moi, ce que j'observe, c'est quand on leur fait un sillon coronaire, ça les soulage. Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc ça veut dire que la pression mécanique bien sûr, hein, ouais. de quartier à quartier, si tu l'enlèves, il y a une amélioration clinique dans plus de 90% des cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une forte proportion de la douleur qui est localisée là quand même. Oui, après la bande coronaire, hein, c'est là où on a de fait identifié que dans l'épiderme, il y avait beaucoup de récepteurs à la douleur en plus du derme. Donc je pense qu'il y a vraiment... et elle a un rôle proprioceptif aussi assez important. Hein. Donc je pense que de fait, elle est particulièrement touchée, ne serait-ce que par la concentration de nocicepteurs que tu peux y avoir. Okay. Et pour les chevaux de dressage, il n'a pas... Maybe I'm gonna say it in English. Is that fine for dressage horses? I was thinking the higher the level, the more you go to collected gait, the more grip they need on the hind legs, on the hind limbs. And I was just wondering how you could manage these with bare feet. It's a good question. As you saw, we only have very few high-level GP horses, Grand Prix horses, with 2 or 4 bare feet. So normally, if they are only 2 feet which are unshot, it's probably the hind ones. And what I found in not high level, but in some horses where they only shoe the front and they have their hind barefoot, that they start to have very small feet in the end, because they're always every day wearing their... They're rasping. Yes, when they're outside in the paddocks and when they're working, because of a lot of the what you call it, the rings are from silice, based on silice, which is very abrasive. Not aggressive, also aggressive, but abrasive. So they keep small feet compared to the front, which become big, especially at the end of the shoeing period. So we have horses which are very different at the beginning than at the end of the 6 weeks. And there's a second thing which I find always difficult, and maybe it's a personal finding, but between painful and lame horses, between happy horses, there's a big space in which horses start to be limiting their exercises because they are a little afraid that at some they are not comfortable, okay? So not comfortable is not painful, but it's also not perfect. So I think having them unshot at high level is difficult. We see very few in summary, and I think it's when you do so much work, what I see that there's so much tarsus pathology in high level, I think they are working a lot with their hind feet. So it's going to be difficult and really a good try to keep them working without shoes hind. And
I'm not talking of pathologic ulcers. Huh? Ok, merci. Tu voulais une question? Bonjour. Une autre dernière question et on clôture? Bonjour, Charles Martin, peut-être une question pour Gwenola. Tu nous as parlé, ici Gwenola, tu nous as parlé d'adaptation des récepteurs au niveau du pied sur les douleurs chroniques. Comment adapter aussi, nous, notre analgésie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus passer sur des opioïdes, plus sur de la gabapentine, ou est-ce qu'on reste sur des anti-inflammatoires classiques, sur la phénibutazone? Qu'est-ce que tu conseillerais aux cliniciens sur des douleurs chroniques? Est-ce que ça a la même réponse ou est-ce qu'il faut adapter notre analgésie? La douleur chronique chez le cheval, c'est encore un souci. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, l'arsenal thérapeutique, il reste assez limité. Hein. La gabapentine, honnêtement, on a qu'une impression clinique, hein, qu'éventuellement ça fonctionne, mais toutes les preuves scientifiques, en fait, elles sont plutôt négatives. Donc c'est sûr qu'on l'utilise finalement en plus d'autres choses, à défaut de vouloir, en fait, parce qu'on va essayer d'améliorer, on essaye, et de temps en temps, je pense qu'on y arrive quand même. Donc ce ne serait pas forcément ma ligne de traitement. Après, sur les anti-inflammatoires, je pense que de fait, on a, il ne faut pas hésiter à en changer, hein, et à faire sous forme de cure. Et bien sûr, quand on fait du long terme, il faut un contrôle rénal et puis digestif, hein, pour être sûr de ne pas avoir d'effets secondaires. Mais il ne faut pas hésiter à changer de molécule. Parce que dans les phénomènes de douleur chronique, hein, on ne sait pas encore vraiment comment fonctionnent si bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou pas. Et pour ceux qui ont un effet central, par exemple comme la phénylbutazone, hein, pour l'instant pour la fourbure, je pense que c'est à peu près unanime que d'autres anti-inflammatoires ne marchent pas aussi bien sur la fourbure chronique. On a en fait une participation ou un effet qui est central, qui n'est pas que dans le tissu, en fait, où il y a de l'inflammation. Et je pense que c'est tout l'intérêt de changer de molécule et d'aller essayer de rechercher cet effet en plus. Et ce qui est décrit, c'est assez théorique, hein. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas, la barrière hémato-méningée? Je pense que non seulement il y a des différences d'espèces, mais aussi d'individus. Donc il faut changer de molécule. Et après, dans l'arsenal thérapeutique, ce qui est en train de monter en puissance, hein, sur les chevaux qui sont évidemment sortis de la filière de production de viande, c'est l'utilisation du paracétamol. Moi, j'avoue qu'on a introduit ça il y a 2-3 ans, et c'est un analgésique central. Et donc sur de la douleur, que ce soit de la fourbure ou autre, ou de la douleur chronique, on peut avoir un complément relativement intéressant avec la INS. C'est pareil, c'est sous forme de cure, c'est mieux. Autrement, il faut regarder la toxicité hépatique. Et voilà. Après, moi, je pense que la partie rééducation et travail sur l'environnement de travail du cheval, hein, pour les mettre dans la meilleure condition où il va pouvoir recommencer à travailler et bien travailler, c'est un ensemble, hein. Mais on peut s'aider évidemment de l'arsenal thérapeutique médicamenteux initialement. Voilà. Et en tout cas, il faut le faire par étapes. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on a trop largement dépassé. Une dernière question? On ne va pas y arriver. Une dernière question, oui, et après... Oui. S'il vous plaît. Oui. Qui pourrait me donner les points essentiels d'un pied sain, un pied qui fonctionne? Parce que là, j'ai vu que des pieds malades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pied sain vu de l'extérieur? Quels sont les points auxquels vous faites attention? Je prends encore le micro, mais il y a un carnet là qui circule depuis un certain temps, sur lequel je pense que vous pouvez prendre référence parce que je trouve qu'il est très intéressant, le carnet Mustad. Le carnet de santé du pied. On peut peut-être demander un début de réponse à Daniel aussi. Est-ce que vous pourriez me donner quelques points essentiels? Ça s'appelle une réponse normande, ça. Bien. ¿Me repites la pregunta?
La question, c'était bien quels sont les points essentiels d'un pied sain Et un pied, donc un pied qui fonctionne. et un pied qui fonctionne. Parce que là, on a parlé de pied malade, mais qu'est-ce que c'est qu'un pied sain? À quoi doit-on se référer et quel objectif à atteindre pour avoir un pied sain? Nosotros personalmente utilizamos como referencia de un pie sano diferentes factores naturales que el mismo pie nos está diciendo. Por ejemplo, los talones tienen un punto de referencia donde el caballo me dice sobre la longitud exacta de talones para ese caballo. Il dit qu'ils utilisent des points de référence que le propre cheval il donne, comme par exemple, ça pourrait être les talons. Les talons, ils ont une longueur exacte sur chaque cheval que le même cheval il indique. Cada caballo tiene una longitud exacta de talones en el pie y está demarcada por un punto de estrés, que a su vez coincide con una línea de estrés que se puede ver en la barra. Chaque cheval, il a une longueur exacte des talons et elle est indiquée par une ligne de stress qui, en même temps, peut se voir aussi sur les barres. Ese punto de estrés me marca exactamente el punto de corte que deberíamos tener para recortar los talones a ese caballo de forma individual. Ese es uno de los puntos que utilizamos. Ces points-là, ils donnent le point exact où on doit, par exemple, jusqu'à où on doit venir parer le pied. Et ça, par exemple, c'est un des points qu'eux, ils utilisent pour savoir si le pied il est sain et jusqu'à où le parer. Ese punto coincide con el nivel de la suela funcional y los acampanamientos también son un indicio de un pie que no es saludable. Por eso prestamos mucha atención a la pared que se excede en longitud en cuartas partes. Il dit que ces points-là, ils coïncident avec la sole fonctionnelle et ils font très attention aussi aux évasements. Il dit que les évasements, c'est un point indicatif d'un pied qui n'est pas sain. Donc ça va vous donner des indicatifs aussi où sont les problèmes. D'accord. Et la P3, la troisième phalange, pour vous, elle doit être inclinée, elle doit être parallèle au sol. Comment doit-elle être? Comment tiene que estar paralela, tiene que Mientras más estimulación exista en el pie, cosa que es muy raro encontrar, pero sí se puede ver en caballos descalzos que están muy estimulados, la tercera falange está de un poquito paralela, más sostenida hacia arriba. Pero plus stimulé il va être le pied, la phalange elle va être un petit peu plus haute et plus soutenue dans le pied. Il dit que c'est très difficile de trouver des chevaux qui ont des pieds très stimulés. J'ai pas compris la réponse parce que moi, ma question était est-ce que la phalange doit être parallèle au sol? La P3 ou La phalange tiene que estar paralela al suelo. Normalement, oui, je pense. Dans le bon pareil. Que si la phalange tiene que estar normalmente está paralela al suelo, pero cuando tenemos un grado alto de estimulación de la almohadilla plantar está un poco más elevada. Por eso es que nosotros cuando vemos ángulos de ejes quebrados del pie, no aplicamos plantillas para elevar y corregir los ángulos, simplemente producimos estimulación en el pie. Ok. Si le pied il est très stimulé, la phalange elle est un peu plus haute. Normalement, oui, la phalange elle doit être parallèle au sol pour lui. Il dit que eux sur les phalanges qui sont un peu inversées, ils n'appliquent pas des plaques de compensation ni ce genre de choses. Ils essayent de stimuler la partie derrière du pied parce que quand le pied il est stimulé, la phalange elle va se soutenir toute seule.